Hop. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Marion Martinez. Je suis la dirigeante de Rupture Engagée, qui est une société de conseil en RSE spécialisée pour les TPE-PME. Donc, on est situé à La Rochelle et on accompagne les entreprises à structurer leur démarche, la déployer et la communiquer. Et naturellement, dans sa démarche RSE, on est invité à mettre en place des indicateurs. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre plus en détail qu'est-ce qu'un indicateur RSE et d'obtenir des exemples pour que vous puissiez peut-être les appliquer à votre contexte ou vous les approprier. Alors, ce webinaire, pour comprendre dans un premier temps ce qu'est un indicateur RSE, comprendre également quels sont les différents indicateurs que l'on peut retrouver. Donc, on va vous donner une quarantaine d'indicateurs qui sont un peu des exemples, on va dire, types, qui correspondent à toute entreprise, peu importe leur secteur d'activité. Donc, il faudra les personnaliser pour vous, évidemment, mais ça peut quand même vous donner des idées. Comprendre comment travailler avec des indicateurs. Et enfin, on verra comment aller plus loin, quels sont les prochains rendez-vous, les prochains webinaires qui sont prévus. Donc, nous sommes ensemble pour une demi-heure et à l'issue de cette demi-heure, on gardera 15 minutes en plus pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, une petite définition pour comprendre ce qu'est un indicateur, c'est tout simplement un chiffre, une donnée ou une information qui permet de mesurer l'avancée de l'entreprise en matière de RSE. Un indicateur, il va être là pour comprendre combien, parce qu'on a probablement plein d'actions mises en place, mais de combien elles nous font progresser, combien de personnes est-ce qu'elles impliquent, on ne le sait pas forcément. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un indicateur, c'est souvent une donnée chiffrée. On verra que ce n'est pas forcément chiffré, mais que ça a quand même l'avantage, quand c'est chiffré, que ça permet de mesurer et de voir comment est-ce que l'on progresse. Un indicateur RSE, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être champion du monde en RSE pour les définir. Il est très important de les définir le plus tôt possible, puisque c'est ce qui va vous permettre de mesurer le progrès de votre démarche RSE. Donc, imaginons que vous reprenez les 40 indicateurs que je vais vous donner aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà les appliquer à vous et regarder quelles sont les données chiffrées qui vous concernent. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura 0% ou des chiffres très bas, mais ce n'est pas grave, puisque c'est votre point de départ et ça permettra justement de mesurer le progrès en 2023, en 2024. Et c'est là tout l'objectif de l'indicateur, c'est de pouvoir mesurer et mesurer surtout l'évolution. Puisque vous le savez, une démarche RSE, c'est une démarche, on va dire, de progrès, d'amélioration continue. On ne sera jamais champion du monde en RSE, on ne sera jamais les premiers ou les champions, oui, les premiers de la classe. Il s'agit plutôt de comprendre d'où on part, d'où l'intérêt d'avoir des indicateurs dès le départ, même s'ils sont, entre guillemets, mauvais, parce que ça va permettre de mesurer le progrès et de voir que peut-être d'ici 5 ans, on aura largement dépassé le niveau débutant et déjà atteint des objectifs pertinents. Les indicateurs permettent aussi naturellement de définir, ou plutôt de voir comment est-ce qu'on atteint nos objectifs. Voilà. Alors, vous le savez probablement, la RSE est structurée selon une norme qui s'appelle la norme ISO 26000, qui est donc une norme qui date de 2010, qui vient donner des lignes directrices aux entreprises pour leur permettre de savoir sur quel sujet s'engager, leur donner une méthodologie. Et donc, la norme ISO 26000 est venue définir la RSE selon 7 thèmes différents. Donc, on a naturellement le thème environnement. C'est peut-être celui auquel on pense le plus spontanément, mais on voit que ce n'est qu'un thème parmi 7 autres. On va aussi s'intéresser aux relations et conditions de travail, c'est-à-dire la relation qu'on a avec ses collaborateurs, mais aussi la relation qu'on a avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec son territoire, le fait de respecter les droits humains. Tout ça s'articulant autour d'un thème central qui est la gouvernance. Donc, en RSE, on doit, entre guillemets, s'engager sur chacun de ces thèmes, mais pas avec le même niveau de priorité. On est forcément invité à les prioriser, à les hiérarchiser en fonction de sa taille, de son niveau, de son secteur d'activité. Mais pour chacun des thèmes et chacune des actions, on va être invité à définir des indicateurs.
Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre chacun des thèmes de la norme ISO 26000 et de découvrir quelques indicateurs RSE que l'on peut suivre dans le cadre de sa démarche. Alors, si on prend l'exemple du thème central, la gouvernance, donc pour rappel, la gouvernance, on peut dire que ce soit un peu tous les process, toutes les politiques, tout le pilotage que l'on peut mettre en place pour réussir à déployer sa démarche RSE. C'est pour ça que c'est un thème central, parce que si on n'a pas une gouvernance structurée, engagée et responsable, on va avoir du mal ensuite à déployer la RSE dans les autres thèmes. Donc, voici quelques exemples d'indicateurs. Le montant des dépenses spécifiques à la RSE, le budget alloué en euros, le nombre de collaborateurs formés ou sensibilisés à la RSE, le nombre de collaborateurs qui connaissent qui connaît la démarche RSE. Pour ça, il faut réaliser une enquête en interne. Vous pouvez faire un petit sondage et de dire de 1 à 5 combien vous sentez-vous familier ou au courant de la démarche RSE de notre entreprise. Et le résultat, vous pourrez dire, sur 100% des collaborateurs interrogés, 80% ont répondu et la note moyenne est de 3 sur 5 pour le niveau de connaissance en RSE. Donc là, on a déjà 3 indicateurs, le nombre de collaborateurs interrogés, le nombre de collaborateurs qui a répondu et la moyenne de la réponse. La fréquence de dialogue avec les parties prenantes, on fait lien avec l'autre, le nombre de parties prenantes interrogées, rencontrées annuellement. Pareil, combien de parties prenantes ont été identifiées? Parmi ces parties prenantes, quel est le pourcentage de parties prenantes que l'on cherche à rencontrer chaque année? Et est-ce qu'on cherche à dialoguer avec elles 1 fois par an, 2 fois par an? Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de mesurer pour voir comment on progresse et comment on intègre de plus en plus de personnes à notre démarche RSE. Le pourcentage de réponses au questionnaire envoyé, vous le savez probablement, mais en RSE, on est vraiment amené très régulièrement à dialoguer, échanger, impliquer ces parties prenantes. Eh bien, le pourcentage de réponses au questionnaire ou le pourcentage de mails ouverts est déjà un bon indicateur, on va dire, de mobilisation ou de taux de compréhension de la démarche. Le nombre d'ateliers RSE réalisés, alors peut-être qu'en 2022, vous avez un atelier réalisé, et si vous en réalisez 2 l'année prochaine, vous pourrez dire que vous avez fait progresser, que vous avez doublé le nombre d'ateliers. Bon, évidemment, le but du jeu, ce n'est pas de jouer avec les chiffres pour les faire parler sous leur plus bel angle et sous leur plus beau jour, c'est plutôt de vraiment voir comment ça évolue. La fréquence des réunions dédiées à la RSE, donc peut-être qu'on peut dire qu'on a une réunion tous les mois, et ça, c'est notre indicateur de fréquence, enfin de nombre de réunions et de fréquence. Ça peut évoluer aussi d'année en année. L'important, c'est de connaître votre point de départ. Dans toute démarche RSE, on a besoin de connaître son point de départ si on veut progresser. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des indicateurs dès le début. Même si aujourd'hui, on va peut-être dire qu'il n'y a eu qu'une réunion RSE en 2022, c'est très bien, c'est votre point de départ. Alors, concernant les relations et les conditions de travail, on peut s'interroger sur le nombre d'interventions de prestataires externes. Est-ce que cette année, on a fait intervenir 1, 2, 3 fois des sophrologues, des profs de sport, des intervenants pour les troubles musculo-squelettiques, etc. Le nombre de collaborateurs en télétravail et le pourcentage que représente ce télétravail, par exemple. Le nombre de formations non obligatoires réalisées chaque année. Combien de collaborateurs sont concernés aussi, par exemple. Le nombre de journées dédiées à la RSE ou à l'écologie chaque année. Et après, on va retrouver tout ce qui est les indicateurs RH classiques. C'est pour ça que c'est important de comprendre aussi que vous faites probablement déjà de la RSE sans le savoir et qu'il y a peut-être des indicateurs à créer, mais il y en a aussi beaucoup à récupérer et à mettre sous l'angle de la RSE. Mais rapprochez-vous de la personne qui se charge de vos ressources humaines. Elle a probablement des indicateurs type ancienneté moyenne, le nombre de total de primes versées, le taux de turnover, le taux d'absentéisme, les personnes formées par rapport à l'effectif, le total d'heures de formation par rapport aux salariés à temps plein, les salariés en CDI par rapport au taux de promotion interne. Il y a forcément
pas forcément, mais probablement ces indicateurs qui sont déjà pilotés de votre côté. Donc, c'est l'occasion de les retrouver et de dire, tiens, ça, c'est de la démarche RSE. Hop, par rapport aux indicateurs environnementaux, donc le premier tout simple à avoir, ce sont les consommations de ressources, à savoir les consommations d'électricité, de gaz ou d'eau, donc en mètres cubes, en kilowattheures par an, enfin, en fonction de ce que l'on mesure. Avoir un petit tableau de pilotage ou de suivi de ces consommations d'énergie et de ressources, c'est un exemple typique d'indicateur que l'on peut avoir assez facilement. Le nombre de collaborateurs sensibilisés à la pollution numérique, aux éco-gestes. Est-ce qu'on a fait un webinaire? Est-ce qu'on a envoyé une newsletter? Est-ce qu'on a organisé un atelier en présentiel? Et pour chacune des idées que je vous donne, combien de collaborateurs ont été sensibilisés, impliqués, inscrits, etc. Naturellement, on va retrouver des indicateurs par rapport aux déchets. Donc, le pourcentage de déchets recyclés et le pourcentage de déchets revalorisés, par exemple. On vous encourage aussi à réaliser un bilan carbone, un bilan de gaz à effet de serre. Donc là, ça va vous donner un indicateur très précis qui est donc l'équivalent en tonnes CO2 des émissions de votre activité. Donc, on parle d'équivalent en tonnes CO2 puisqu'en fait, un bilan carbone vient convertir toutes vos émissions en une unité commune qui est le CO2. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas que le CO2 que l'on va mesurer et analyser. On va prendre tous les gaz à effet de serre et on va les convertir en une unité commune qui est le CO2, ce qui permet d'obtenir un équivalent CO2 des tonnes que l'on émet. Ça, c'est un très bon indicateur à suivre, puisque une fois qu'on a cet indicateur, on peut chercher à le faire baisser. Et c'est quand même peut-être ça l'objectif d'une démarche environnementale, c'est de faire baisser les impacts que l'on a. Et aujourd'hui, le bilan carbone ou le bilan de gaz à effet de serre est l'indicateur le plus précis et le plus robuste, on va dire, qu'on peut trouver. Le pourcentage de produits ou de services qui sont éco-conçus, je prends un exemple, si aujourd'hui vous êtes fabricant, je ne sais pas, de vêtements, eh bien, est-ce que vous avez une gamme qui est conçue en France avec des produits recyclés? Voilà. Et si oui, combien de pourcentage ça représente en termes de chiffre d'affaires ou en termes de volume ou en termes de nombre de produits? On peut calculer ça, par exemple. Et enfin, autre exemple, le nombre de collaborateurs qui a signé l'éventuelle charte environnementale que vous avez ou la charte éco-geste. Voilà, on peut avoir ça, par exemple. On continue. Concernant la loyauté des pratiques, ça veut dire la relation que l'on a avec nos fournisseurs. Naturellement, on peut se poser la question là aussi du nombre de fournisseurs qui ont signé la charte RSE. On peut aussi se demander s'il y a eu une formation sur la lutte contre la corruption en interne. Si oui, combien de formations? Si oui, combien de collaborateurs ont suivi? C'est intéressant à savoir. Le pourcentage de fournisseurs qui sont évalués sur leur démarche RSE, parce que, je le répète souvent, mais on peut avoir les plus beaux engagements RSE du monde. Si on fait bosser des sous-traitants, des fournisseurs qui ne sont pas engagés ou qui ne s'alignent pas à nos valeurs, on va avoir une contradiction et une incohérence vis-à-vis de nos engagements. Donc souvent, dans sa démarche RSE, une des premières étapes à faire consiste à faire le point sur ses fournisseurs et à regarder combien ont une démarche RSE, c'est un indicateur, et aussi de regarder est-ce qu'on peut les évaluer. EcoVadis s'occupe de ça, notamment d'évaluer les démarches RSE des fournisseurs. Et là, ça donne des nouveaux indicateurs. Ça donne donc le pourcentage de fournisseurs évalués, mais aussi leur note moyenne, le nombre de fournisseurs qui sont d'accord pour mettre en place un plan de progrès, etc. Aussi, le nombre d'actions de sensibilisation réalisées à l'égard des fournisseurs, le nombre de collaborateurs ayant signé un éventuel guide de bonnes pratiques commerciales qui est à destination de tous les collaborateurs. Donc ça s'applique notamment aux commerciaux, par exemple. Alors, on va passer au thème de la relation client qui s'appelle « Questions relatives aux consommateurs ». Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce thème-là, on va aussi s'intéresser finalement
au niveau de satisfaction de nos clients, à la qualité de nos services. Donc, le fait de mesurer combien pourcentage de clients a reçu un questionnaire de satisfaction, c'est de la RSE, c'est un indicateur RSE. Donc, combien a reçu un questionnaire de satisfaction, combien ont répondu et combien sont satisfaits. Par exemple, si on envoie un questionnaire à nos clients pour savoir de 1 à 10 combien évaluez-vous la qualité de nos services, eh bien, le nombre de réponses est un indicateur, mais la moyenne du score de réponses obtenues, par exemple une moyenne de 8 sur 10 de satisfaction qualité, c'est aussi un très bon indicateur qu'il faut suivre. Donc, beaucoup d'entreprises réalisent des questionnaires de satisfaction tout court et n'ont pas attendu que la RSE existe pour mesurer la satisfaction avec leurs clients. Donc, ça montre bien qu'il y a plein de choses que vous faites probablement en RSE sans le savoir et que piloter votre démarche sous l'angle de la RSE va vous permettre de progresser aussi sur votre performance globale. Le nombre de clients ayant reçu ou signé la charte RSE. Le pourcentage de clients sensibilisés à la RSE, donc ça peut être par exemple le nombre de newsletters qui sont envoyés qui contiennent une information à la RSE, par rapport au nombre de newsletters qui sont ouvertes. On peut le savoir parfois sur les logiciels de mailing. On peut savoir combien de personnes ont ouvert le mail. On peut même savoir combien de personnes ont cliqué sur le lien dédié à la RSE. Voilà, tout ça, il y a des outils qui existent et ça peut se mesurer et savoir à le faire évoluer. Et dernier exemple, le nombre de collaborateurs formés aux gestes de premier secours. Donc ça concerne surtout les sociétés qui sont en relation quotidienne avec des gens, des clients en physique et qui vont peut-être avoir un besoin un jour d'aider des personnes en difficulté. Hop, on continue. Communauté et développement local, ça veut dire le lien que l'on peut avoir avec son territoire, les associations, le sponsoring, etc. Donc là, parmi les indicateurs que l'on peut suivre, on peut compter le nombre d'actions locales qui sont soutenues, mais aussi le montant des dons que l'on alloue chaque année pour les associations, le nombre de collaborateurs qui sont mobilisés pour le mécénat de compétences, combien de fois par an, à raison de combien de jours. Oui, j'aurais pu aller un petit peu plus dans le détail. On peut aussi se poser la question du montant de sponsoring et du nombre, on va dire, d'interventions un peu pro bono ou pour les associations que l'on peut faire. Le pourcentage d'achats locaux aussi, c'est un indicateur intéressant à suivre. Hop. Le pourcentage de partenaires locaux, on peut aussi calculer le pourcentage de fournisseurs qui sont dans un rayon de moins de 50 ou de 100 km en fonction de ce que veut dire local pour vous. Et enfin, le dernier sujet, les droits de l'homme. On peut avoir quelques indicateurs comme par exemple le nombre de fournisseurs qui sont évalués sur des sujets de corruption ou sur des sujets de complicité. Donc, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Là, on est vraiment sur des entreprises qui ont des filiales à l'étranger, par exemple, ou qui font travailler des pays où les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés. Le nombre de collaborateurs sensibilisés à la lutte contre les stéréotypes. Ça, c'est quelque chose qui s'applique un petit peu plus pour les entreprises françaises. Et, par exemple aussi, la signature de la charte de la diversité. Donc là, c'est pour vous montrer que ce n'est pas un indicateur chiffré. C'est plus un indicateur oui, non. Est-ce que la charte est signée? Est-ce que la charte n'est pas signée? Mais c'est quand même un indicateur de suivi de votre démarche RSE. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il existe une plateforme de pilotage de démarche RSE qui s'appelle ZEI. Donc, c'est une plateforme de pilotage même d'indicateurs RSE. Ça veut dire que ZEI vous accompagne dans votre démarche RSE, notamment pour pouvoir la mesurer et l'évaluer. Donc, c'est un outil que je préconise vraiment et que j'aime beaucoup parce que ça permet, soit on peut avoir un fichier Excel avec les indicateurs que je vous ai transmis, ce qui est très bien et je pense que c'est évidemment la première étape, mais on peut aussi s'inscrire sur cette plateforme de manière à piloter notre démarche RSE sur 3 sujets.
le pilier environnement, social et de gouvernance. Et en fait, en s'inscrivant sur Zeil, on a une sorte de questionnaire auquel il faut répondre, ce qui nous propose ensuite des indicateurs. Et nous, on répond aux indicateurs sur leur plateforme, ce qui donne ensuite un score. Donc, par exemple, sur le profil test de rupture engagée, on a obtenu la note de 93% pour l'environnement, de 100% sur le social. Donc, ça donne aussi une indication d'à quel point on est bon ou moins ou pas très bon aussi. Et ça donne aussi de l'aide sur les sujets à améliorer pour augmenter sa note. C'est un outil qui, à mon sens, est utile et qui mérite d'être connu. Pour info, moi, je suis partenaire de Zeil, c'est-à-dire que j'ai un espace dédié à mes clients avec des indicateurs de gouvernance sociaux et environnementaux. C'est un accès qui est normalement accessible pour 300 € pour les clients. Et pour faire une petite offre spéciale participant au webinaire, je peux vous le proposer à 150 € pour information. Alors, ce qu'on peut dire pour conclure sur les indicateurs RSE, c'est que c'est la meilleure manière de communiquer sur sa démarche RSE. On a tous déjà entendu parler de greenwashing, on connaît tous les risques liés à la communication RSE. Une manière de prouver son engagement, sa crédibilité et sa sincérité, c'est de communiquer sur ces indicateurs. C'est beaucoup plus concret pour une entreprise de dire on a réduit de X% nos consommations d'eau depuis 2020. C'est bien plus concret de dire ça que de dire on s'engage à réduire notre consommation d'eau. Les indicateurs vont être finalement la manière de légitimer et de crédibiliser votre démarche RSE, encore plus si vous montrez comment vous progressez d'année en année. Et quelque chose qui est un peu clé dans la communication RSE, c'est la transparence. Je ne crois pas qu'on vous en veuille parce que vous êtes moyen. Si vous êtes moyen mais que vous progressez, c'est peut-être même mieux que quelqu'un qui n'est pas trop mal mais qui ne progresse pas. Et les indicateurs vont être l'opportunité de montrer que vous avez conscience de votre niveau et que vous cherchez à mettre en place des choses d'année en année pour progresser. D'où l'intérêt d'avoir des indicateurs dès le départ, même s'ils sont mauvais. Parce que ça veut dire que la marge de progression l'année prochaine et celle d'après, forcément, c'est plus facile de progresser très vite et très fort au début. Ensuite, on gagne des petits points d'indicateurs, mais sur les 3 premières années, c'est là où on progresse très fort. Ce que je peux vous préconiser aussi, c'est de revoir ces indicateurs une fois par semestre. Je trouve qu'une fois par an, c'est un peu trop juste parce qu'on oublie, on ne sait plus exactement ce qu'on mesurait et puis c'est moins concret que de mesurer semestre par semestre selon moi. Donc voilà, 2 fois par an, je vous invite à regarder vos indicateurs et à mesurer l'avancée, ce qui permettra d'avoir un indicateur en fin d'année, mais au moins vous aurez réussi à faire l'exercice petit à petit. Parce que parfois, c'est trop de travail et trop difficile que de retrouver tous les indicateurs pour toute l'année. Tandis que quand on le fait au fur et à mesure, à savoir une fois tous les 6 mois, ça permet de gagner en efficacité sur le travail quand même. Voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Les prochains rendez-vous, on en a un dernier au mois de décembre pour parler de la RSE appliquée au secteur du tourisme. On parlera à la rentrée de la RSE appliquée au secteur des vins et des spiritueux. Et enfin, on continuera avec les 10 facteurs clés de succès de cette démarche RSE fin janvier et un webinaire sur comment mobiliser ses collaborateurs en février. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire, même si vous n'êtes pas dispo, le replay est envoyé, donc ça permet de quand même avoir l'information. Et c'est tout pour nous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement et rester disponible pour vos questions. Hop. Merci.